Bonjour Thomas Paco, merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première partie. Alors, vous êtes responsable de l'équipe agronomie environnement à la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Nous venons de voir l'importance que revêt le sol. 95% de notre alimentation en dépend. Il crée notre territoire avec les AOP et les IGP dont on a parlé d'ailleurs hier. Quelles sont ces autres fonctions que l'on ne soupçonne peut-être pas, mais qui sont tout aussi importantes? Alors, bonjour Virginie, bonjour à tous. Donc effectivement, cela est évoqué dans la vidéo. Il y a d'abord le rôle très important du sol dans le cycle de l'eau, car il va pouvoir exercer un pouvoir tampon, c'est-à-dire qu'il va retenir l'eau qui tombe en excès dans ce qu'on appelle la porosité du sol, qui correspond aux espaces vides, c'est à peu près 30 à 60% du volume d'un sol. Puis il va pouvoir restituer progressivement cette eau dans les rivières, nappes souterraines, dans l'atmosphère via les plantes. Il a également un rôle épurateur, car il va contribuer à la transformation de nombreuses molécules qui sont parfois non désirables, par exemple les produits phytosanitaires, grâce à des réactions chimiques qui sont permises par les micro-organismes du sol, essentiellement des bactéries, mais aussi des champignons, nématodes, etc. N'oublions pas de mentionner le rôle majeur des sols dans la régulation du climat. Dans le sol, il y a une quantité très importante de carbone, surtout dans la surface du sol. Au total, il y a 2 fois plus de carbone contenu dans le sol que dans l'air. Et ce carbone, il peut rester emprisonné de quelques années à plusieurs siècles dans les sols, en fonction des conditions de température, de la teneur en argile, de l'humidité, de l'usage des terres, etc. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer, avec les agriculteurs, de maintenir ou d'augmenter ce stock de carbone dans les sols. Et on en parlera tout à l'heure dans la dernière séquence. Et une dernière fonction que je voulais mentionner, c'est le réservoir biodiversité que constitue le sol. Les sols, ils hébergeraient environ un quart des espèces animales actuellement décrites, donc depuis des organismes microscopiques jusqu'à des animaux de plusieurs dizaines de centimètres, notamment les fameux vers de terre. Et à titre d'exemple, pour illustrer cette diversité, rien que pour les vers de terre, il existe plus de 20 espèces différentes dans notre région. Et tous ces êtres vivants du sol, ils ont chacun leur mode de vie, leur régime alimentaire, leur façon de fonctionner dans le sol. Et cela a une incidence très très forte sur l'état physico-chimique du sol. Donc si je dois résumer, un sol qui fonctionne bien, c'est en général un sol qui vit bien. Alors, on comprend aisément pourquoi la préservation des sols est véritablement un enjeu majeur. Quels leviers sont à disposition des agriculteurs pour pouvoir y répondre? Alors, le sol, il peut rendre de multiples services à l'agriculteur et en ce sens-là, donc, il a tout intérêt à le préserver pour lui et pour les générations futures. À savoir qu'il faut environ 100 ans pour former 1 centimètre de sol en région tempérée comme la nôtre, mais en une seule année, il peut y avoir la perte totale de ce centimètre de sol par érosion. Donc en fait, c'est un capital qui est très important de préserver. Alors le premier levier de préservation, c'est un levier collectif. Il s'agit de limiter l'artificialisation des terres qui, globalement, a tendance à s'amplifier au niveau mondial. En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux moyen d'artificialisation, il est d'environ 3000 hectares par an, ce qui fait en moyenne 8 hectares par jour. Donc 8 hectares, pour une notion, ça représente 11 terrains de football. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et il est notamment du rôle des chambres d'agriculture de lutter contre la consommation des terres agricoles pour éviter que ces chiffres ne s'aggravent. Après, au niveau plus individuel, la première étape avant d'agir, c'est de bien connaître son sol. Donc c'est un univers complexe et passionnant, car chaque type de sol, il a ses spécificités, et les actions, elles doivent être adaptées en fonction de cela. Il s'agit donc de savoir caractériser son sol dans un premier temps, alors par l'observation, par des sondages, par le biais d'analyse, et cela va nous permettre tout d'abord de déterminer le type de sol et ensuite de caractériser l'état de santé de son sol. En général, on va décrire l'état de santé d'un sol selon les 3 piliers de la fertilité. Donc la fertilité physique, c'est tout ce qui va être les particules, donc sable, limon, argile, leur taille, comment elles sont agencées, et ça constitue la texture et la structure, on en reparlera tout à l'heure. Il y a également la fertilité chimique, donc c'est toutes les molécules contenues dans le sol, qu'elles soient dans l'eau ou bien fixées sur les particules que je viens d'évoquer. Et puis la fertilité biologique, c'est tous les êtres vivants que je viens de vous présenter. Quand on connaît le type de sol et son état de santé correctement, il existe ensuite une multitude d'actions qui, combinées entre elles, vont permettre d'améliorer tel ou tel paramètre du sol. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite.
Alors, les agriculteurs bénéficient de certaines ressources, je suppose, notamment des projets en R&D qui se développent également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Il existe beaucoup de ressources pour caractériser, améliorer la fertilité des sols. Alors, nous avons fait un travail d'en regrouper un certain nombre sur un site internet, donc le site fertisol.fr. Donc là, ce sont des experts, des chercheurs, des conseillers qui se sont mis autour de la table et qui ont mis en commun tout ce qu'ils avaient produit pour les agriculteurs ou pour les acteurs agricoles qui s'intéressent à la question des sols. Donc, ils ont mis en commun des connaissances, des méthodes et outils pour faire des diagnostics et donc pour mieux connaître les sols et leur état de santé, et aussi des méthodes et outils pour gérer et améliorer la fertilité, donc les actions qu'on peut mettre en place au niveau des sols. Donc sur ce site, il s'agit essentiellement de connaissances acquises, de méthodes et outils existants, mais il est également nécessaire de continuer à produire des connaissances, notamment sur les types de sols et leurs caractéristiques. Donc on a encore des projets, notamment un projet qui s'appelle Type Terre, dans l'objectif de classifier plus facilement les sols. Mais aussi, il est important de continuer à innover dans les solutions qu'on va proposer et mettre en place avec les agriculteurs. Donc je cite l'exemple d'un projet qui s'appelle le projet IBARTS, où là, on va tester et mettre en œuvre des solutions pour réduire le tassement des sols chez des agriculteurs qui sont eux-mêmes impliqués directement dans la mise en œuvre des innovations. Donc, ils vont tester eux-mêmes des innovations qui portent sur le travail du sol, sur la gestion des intercultures, sur les couverts végétaux. Et ensuite, on va aller mesurer chez ces agriculteurs les effets de ces actions sur le tassement des sols, tout en regardant, bien évidemment, toutes les performances techniques et économiques des différentes cultures. Et au-delà des projets de R&D, l'innovation, elle passe aussi par les agriculteurs eux-mêmes qui se mettent parfois ensemble pour réfléchir à des solutions. Et ça, ce sera l'objet de la séquence qui va suivre. Exactement, Thomas. D'ailleurs, je vous propose que nous allions en Isère rejoindre Guillaume Revol, qui est agriculteur, producteur laitier et céréalier. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure lors des questions-réponses. Et donc, cette vidéo répond à cette question de comment les agriculteurs prennent-ils en compte la santé de leur sol dans une optique d'agriculture durable. C'est en image et c'est tout de suite. L'agriculture de conservation des sols repose sur 3 piliers, les sols couverts le plus possible, la rotation des cultures et un minimum de travail du sol. Dans un sol vivant, on trouve des vers de terre, des bactéries, des réseaux de racines. Ça favorise la biodiversité, donc l'activité des vers de terre essentiellement, qui travaillent le sol à notre place. Ça remplace le labour. Les plantes, elles protègent le sol des effets du soleil, moins de compaction à cause de la pluie, moins d'érosion. On se rend compte qu'au bout de 10 ans, on a des terres qui sont de moins en moins hétérogènes, qui se travaillent mieux. On a des rendements qui sont toujours aussi bons. Aujourd'hui, on peut produire à grande échelle en faisant attention à nos sols et en favorisant la biodiversité. Je m'appelle Guillaume Revol, agriculteur dans le Nord-Isère, producteur laitier et céréalier. Alors, nous restons en Isère et cette fois-ci avec Laetitia Masson. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes conseillère en agronomie et environnement à la Chambre d'agriculture. Vous allez pouvoir partager avec nous ce que les agriculteurs mettent en œuvre pour conserver justement et préserver le sol. Vous qui sillonnez notre territoire, pouvez-vous nous donner des exemples concrets des différentes pratiques ? Oui, bien sûr. Pour reprendre déjà l'exemple de l'exploitation qu'on a pu voir dans la vidéo, donc les agriculteurs, pour préserver ou améliorer le fonctionnement de leur sol, mettre en place différentes pratiques. On peut citer par exemple l'implantation de couverts végétaux. Donc, ce sont des couverts qui sont implantés après la récolte des céréales, donc, qui sont en place, on va dire, pendant l'automne et l'hiver, ou alors qui sont implantés après la récolte des maïs précoces ou maïs en silage, et qui restent en place jusqu'au printemps prochain, donc comme la févrole qu'on a pu voir aussi dans la vidéo. Donc, ces couverts végétaux, en fait, ils permettent de protéger le sol, donc soit effectivement des températures excessives pendant l'été, soit des orages éventuels qui peuvent intervenir, et donc ils peuvent limiter l'érosion. Donc, ces couverts végétaux, ils ont aussi d'autres intérêts, donc ils permettent effectivement d'améliorer la matière organique des sols si on les restitue au sol. C'est également une nourriture pour tout ce qui est organisme du sol. Donc, on a parlé de biodiversité du sol. Les couverts végétaux permettent aussi de limiter tout ce qui est salissement des parcelles et notamment le développement des adventices pendant l'été.
Après, donc, comme autre exemple que l'on peut citer donc, comme pratique, c'est la réduction de l'intensité du travail du sol ou le non-labour. Donc, les exploitants en question là, le pratiquent. Ils essaient également de mettre en place le SMI direct, hein, donc sur certaines cultures. Donc, c'est vrai que quand on limite l'intensité du travail du sol, eh ben, on a effectivement des effets positifs sur tout ce qui est, on limite la minéralisation de la matière organique, on perturbe le moins possible l'habitat des organismes du sol, etc. Après, ce sont des éleveurs. Donc, des éleveurs, ils apportent régulièrement de la matière organique fraîche, comme du fumier. Donc, le fumier a pour intérêt de favoriser tout ce qui est activité biologique et puis permet également de fertiliser les cultures. Et puis, comme on peut citer également, comme dernière chose, c'est que c'est des agriculteurs qui sont vigilants lorsqu'ils interviennent sur les parcelles. Ils font attention à ce que le sol soit bien essuyé, donc pour aussi limiter le plus possible la compaction du sol. Voilà. Alors, ces pratiques sont-elles différentes en fonction justement des types de terrain ou même peut-être simplement des saisons? Alors, on va dire qu'elles ne sont pas forcément différentes d'un contexte pédoclimatique à un autre. Hein. Donc, les pratiques citées, ce sont des pratiques qui sont favorables au fonctionnement du sol. Par contre, elles peuvent être plus ou moins faciles à mettre en œuvre suivant les sols que l'on peut avoir sur son exploitation. Par exemple, les couverts végétaux, c'est vrai que si on est sur un sol séchant, un sol assez léger, la réussite va être plus aléatoire que si on est sur un sol qui a une bonne réserve utile et qui est profond. Et voilà. Mais par contre, non, ces pratiques peuvent être mises en place quels que soient les types de sols. Mais la réussite peut être plus ou moins aléatoire ou la mise en œuvre plus ou moins facile suivant les types de sols. Alors, j'imagine que ce qui se pratiquait autrefois évolue et qu'à l'avenir, il y aura encore de nouvelles évolutions. Thomas a parlé tout à l'heure de projets R&D. Toutes les pratiques ne sont peut-être pas optimales, obligeant parfois même à faire des choix, sans doute, notamment en lien avec les objectifs que l'on peut se fixer. Quels sont les critères que l'on devra prendre en compte et les bonnes questions à se poser dans ce cas? En fait, il faut vraiment réfléchir globalement à son système. Et se poser effectivement les bonnes questions. Donc, avoir un objectif, c'est-à-dire que si on prend les pratiques individuellement les unes par rapport aux autres, c'est vrai que certaines peuvent être favorables par rapport à la protection du sol ou à la préservation du sol, mais par contre peuvent être un peu plus problématiques par rapport à la gestion, par exemple, du désherbage. Si on cite, par exemple, le labour, donc l'arrêt du labour est plutôt favorable pour le sol, mais effectivement, sur la gestion des adventices, ça rend un peu plus compliqué la gestion du désherbage. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir globalement à son système. Et si on se donne pour objectif, par exemple, de réduire les intrants chimiques, eh ben, on a tout intérêt à ce que le sol fonctionne. Parce que c'est vrai que plus on a une activité biologique intense, plus on va fournir d'éléments minéraux aux plantes, et ce qui va compenser la baisse des intrants. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une réflexion globale de son système, se fixer des objectifs, savoir pourquoi on fait telle et telle chose, et après, on avance. Alors, vous parlez de réflexion, justement, vous animez des groupes de réflexion qui fédèrent différents acteurs du monde agricole. Quel est leur rôle? Qui est-ce qui y participe et pour quels objectifs? Alors, ce sont en fait des groupes plutôt d'agriculteurs, hein, donc des agriculteurs notamment. Donc là, j'anime un groupe, le groupe Isère Sol Vivant, dont fait partie l'exploitation qu'on a vue en vidéo. Donc, c'est des agriculteurs qui ont à cœur d'améliorer le fonctionnement de leur sol, justement, mais tout en souhaitant quand même réduire l'utilisation des produits phytosanitaires par rapport à la préservation de l'environnement. Donc, c'est des agriculteurs en fait qui étaient un peu isolés sur leur territoire par rapport aux pratiques qu'ils pouvaient avoir. Hein. Donc, c'est des agriculteurs qui sont essentiellement en semi-direct ou non labour. Et en fait, l'idée de ces groupes, c'est vraiment d'échanger sur ce que chacun fait, de pouvoir aussi avancer ensemble, de se rassurer beaucoup, et puis de pouvoir aller voir chez les uns et les autres les réussites, mais aussi les échecs, hein, et pouvoir effectivement corriger ça. Donc, c'est vraiment du collectif pour se rassurer, pour échanger, pour avancer ensemble.
Merci beaucoup Laetitia de toutes ces précisions. Alors on ne se quitte pas puisqu'on va se retrouver tout à l'heure pour répondre aux questions que je vois d'ailleurs commencer à arriver dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous allons y répondre très très vite. Alors vous l'avez peut-être vu mardi, nous avons utilisé une petite technique de dynamisation qui est liée au nuage de mots. Nuage de mots que l'on voit d'ailleurs apparaître. Alors mardi, il s'agissait pour vous dans le chat de donner tous les mots qui évoquent le métier lié à la filière agricole. Alors, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre cet exercice. Alors, vous l'avez vu, il y a de nombreux mots. Certains sont plus gros que d'autres en fonction du nombre de fois où ils ont été répétés. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous vous proposons, donc dans la partie sondage que vous voyez apparaître sur votre droite, c'est d'indiquer à nouveau tous les mots, mais de quoi, sur quel thème va-t-on lancer ce sujet aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez compris, nous avons un événement concept qui s'appelle hashtag Je tiens à ma terre. Nous l'avons décliné pendant 3 jours. Le premier, c'était J'en fais mon métier. Le deuxième, Elle me nourrit. Aujourd'hui, je la protège. Eh bien, vous, l'agriculture, si on était à Je tiens à ma terre, qu'est-ce que vous aimeriez indiquer comme mot? Voilà, tout ce que les mots peuvent vous évoquer concernant l'agriculture, eh bien, je vous invite à le noter dans cet espace sondage. Alors, ça peut être terre, culture, emploi, patrimoine, autant de mots d'ailleurs qui ont été cités pendant ces 3 jours et que l'on a retrouvé également dans les illustrations de Guillaume. Voilà. Donc, nous retrouverons et nous aurons tout à l'heure en image cette partie dédiée au nuage de mots. Et donc, sans plus attendre, c'est un temps maintenant qui est dédié aux questions-réponses. Merci Laetitia, Thomas de venir nous rejoindre. Alors, dans le chat, il y a déjà de nombreuses questions. Donc, je vais les prendre les unes après les autres. Vous allez voir. Nous avons affaire à des auditeurs extrêmement curieux et avisés ce soir. Alors, la première, c'est celle de Zoé qui demande, alors je pense, Thomas, qu'elle s'adresse à vous en particulier suite à ce que vous avez dit tout à l'heure. Pouvez-vous préciser ce qu'est l'artificialisation des terres? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai utilisé ce terme, mais j'aurais pu utiliser d'autres termes qui sont assez proches. J'aurais pu utiliser le terme bétonisation, par exemple. Donc globalement, c'est la transformation des sols agricoles, forestiers ou des espaces naturels en espaces urbanisés, bétonnés, des quartiers résidentiels, industriels, les centres commerciaux, les infrastructures routières, enfin voilà, tous ces éléments-là. Donc tout ça, ça constitue l'artificialisation des terres. Donc c'est autant de terres qui sont retirées au milieu agricole, forestier ou aux espaces naturels. Merci pour cette réponse à Zoé. Alors, Annette demande, est-ce que Fertisol est adapté pour un jardinier? Oui, alors c'est une excellente question. C'est effectivement pas le public cible qui a été visé au départ, mais quiconque s'intéresse et a envie d'avoir des connaissances et des informations sur les sols peut consulter Fertisol. Il y a quand même des documents de vulgarisation donc, qui permettent d'avoir de la connaissance et des compétences sur le sujet. Il y a des méthodes qui sont assez simples à mettre en œuvre, d'observation par exemple, donc qui peuvent être mises en place par un jardinier sans aucun problème. Après, évidemment, il y a quand même quelques outils qui demandent peut-être d'avoir, qui demandent un côté un peu plus professionnel, mais à mon avis, un jardinier peut très bien s'aventurer sur Fertisol. Alors, une observation de Jules qui demande, un couvert, c'est comme un manteau de protection et une nourriture pour le sol, demande-t-il? C'est très bien imagé et ça représente exactement ça, oui, tout à fait. C'est vraiment une des fonctions du couvert, c'est vraiment de protéger le sol. Donc, éviter que le sol soit nu pendant les périodes automne, hiver, été, etc. Et donc, les couverts végétaux, c'est une nourriture pour tout ce qui est organisme du sol. Oui, tout à fait. C'est très bien imagé. Quelles seraient les conséquences pour le sol si l'agriculture ne modifiait pas ses pratiques? Et là, c'est Léa qui nous le demande. Alors, je ne sais pas, Thomas, tu veux… Oui, alors oui, peut-être c'est en lien quand j'expliquais qu'il fallait absolument agir. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai cité le risque d'érosion par exemple. Donc si on fait rien, il y a certains sols qui s'en vont par l'érosion. Il y a aussi des risques de perte de fertilité. Donc sur l'une des 3 composantes, ça peut être de la fertilité chimique ou alors qu'il n'y ait plus de vie dans le sol.
et que du coup, bah, comme tout ça est en interaction, s'il y a un des piliers de la fertilité où ça pêche, il y a un risque de ne plus être en capacité à produire sur ce sol-là, hein, que vraiment il devienne un sol infertile. Donc voilà, pour moi, il y a quand même un risque important si on fait rien. Donc il y a une nécessité quand même de s'y intéresser, de caractériser le sol et de voir son état de santé. Alors, on a une question sur en culture sans labour. Comment fait-on pour gérer les mauvaises herbes? Dans ces systèmes, effectivement, donc le labour, c'est reconnu hein, comme un moyen de gérer les adventices. Donc, quand on ne laboure plus, donc pour gérer ces mauvaises herbes, eh ben, le levier essentiel, c'est la rotation des cultures. Donc, rotation des cultures, diversification des cultures. Et après, c'est d'autres leviers comme les couverts. Hein, c'est effectivement mettre en place des couverts. Ça limite la levée des adventices, etc. Donc, c'est un ensemble c'est toujours le système dans sa globalité qui permet effectivement de gérer ces mauvaises herbes. Mais la rotation est un des leviers importants par rapport à ça. Alors, on emploie beaucoup de termes et d'ailleurs, Jules souhaite que l'on revienne sur le mot le sol ressuyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est d'attendre que le sol soit en capacité d'avoir un passage d'engin ou d'outils, c'est-à-dire que l'eau se soit infiltrée en profondeur et qu'elle ne soit pas encore dans les horizons de surface, si on veut limiter au maximum la compaction. Ouais. Alors Laetitia, on va poursuivre avec vous puisque Romain fait allusion notamment au groupe de réflexion dont on vous avait parlé tout à l'heure. Et il veut savoir, est-ce que ce sont plutôt les jeunes agriculteurs qui sont dans ces groupes? Pas forcément. Non, il y a des jeunes, des moins jeunes. Justement, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces groupes parce qu'on a plusieurs générations. Donc, ça permet d'avoir des échanges très intéressants. Donc, non, ce n'est pas forcément des jeunes, non. Alors, Nina, qui nous a posé beaucoup de questions aussi hier et que l'on retrouve aujourd'hui, donc merci à tous de nous suivre, souhaite savoir, est-ce que limiter le travail du sol rime avec baisse de la mécanisation des exploitations? Alors, tout dépend des systèmes, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai, quand on réduit le travail du sol, si on parle de techniques culturales simplifiées, par exemple de travailler le sol superficiellement, on peut faire aussi plusieurs passages, donc on ne baisse pas forcément les charges de mécanisation. Le semi-direct, on ira peut-être plus quand même sur de la baisse de mécanisation parce que là, on a un semoir, un passage uniquement et voilà. Mais c'est vrai, quand on limite le travail du sol, il y a différents systèmes et voilà, c'est pas si simple que ça. Alors Nina, on sent que voilà, elle est très pointue aussi. Elle veut savoir si est-ce que la France favorise la réduction du travail des sols, la rotation de culture, les sols couverts, etc., comme le bio par exemple. Thomas, je ne sais pas. Tu peux... Oui, alors moi, la France, globalement, oui, il y a des dispositifs, en tout cas portés par l'État, qui vont plutôt dans ce sens-là. On n'a pas parlé de l'initiative 4 pour 1000, hein, donc avec l'objectif de favoriser le stockage du carbone dans le sol et qui peut passer par notamment une meilleure couverture des sols et réduire le travail du sol. Il y a aussi toutes les initiatives en lien avec la réduction de l'utilisation des produits phyto qui vont éventuellement s'intéresser à avoir une meilleure fertilité des sols et qui du coup on va travailler sur la rotation des cultures, les couvertures, etc. Et le mode de production biologique fait partie aussi des dispositifs qui permettent de favoriser ces leviers-là. Donc tout à fait, oui, la France est plutôt dans une optique d'aller dans ce sens-là. Alors Thomas, on reste ensemble pour la prochaine question, puisque Valérie souhaite savoir, est-ce que Fertisol peut être adapté aux situations agricoles en Afrique? Alors, c'est une excellente question, Valérie. Effectivement, il y a des sujets, en tout cas, il y a des connaissances qui, à mon avis, sont extrapolables à toute situation. Mais après, il y a quand même des spécificités des sols tropicaux qui ne sont pas prises en compte dans le site Fertisol tel qu'il est construit aujourd'hui. Néanmoins, c'est quelque chose de très récent. On a été sollicité par des collègues de Martinique qui sont en train d'adapter les supports Fertisol, notamment les fiches techniques qu'on a produites, qui sont en train de les adapter au contexte des sols tropicaux. Donc on va avoir une version à disposition qui pourra éventuellement intéresser l'Afrique, effectivement. Eh bien, c'était notre dernière question. Donc, il me reste, Laetitia, à vous remercier de votre participation.